Alors, maintenant qu'on a parlé changement de comportement, on va étudier des exemples bien concrets de villes, de territoires en transition. Alors à Bordeaux, on a le quartier Ginkgo, on a la démarche initiée par Darwin, mais là on va voyager un petit peu, on va aller en Suisse, dans le canton de Vaud, et notamment à Lausanne. Donc j'accueille avec plaisir Daniel Brella, le maire de Lausanne. Enchanté, bonjour. Asseyez-vous ici. Hop. Ah, vous parlez là-bas? D'accord, très bien. Laurent Balziger, vous êtes le directeur de l'énergie du canton de Vaud. Enchanté, asseyez-vous là aussi. Et j'appelle aussi Philippe Autrequin et Catherine Charlot-Vallieu. Vous êtes là. Asseyez-vous, vous êtes économiste et vous avez travaillé sur l'exemple d'un écoquartier danois, enfin d'une ville écoquartier danois qui a opéré cette transition. Oui. Excusez-moi. Alors, je propose justement qu'on commence par l'exemple suisse et je vais d'abord donner la parole à Monsieur Brella pour que vous nous fassiez peut-être un historique aussi. Voilà, la ville de Lausanne a remporté de nombreux prix exemplaires en termes de politique et de transition énergétique. Et donc je vais vous laisser nous expliquer un petit peu ce que vous avez initié là-bas avec votre jolie cravate. Bien, merci mesdames et messieurs. Je vais un tout petit peu déborder du sujet. J'ai aussi d'autres fonctions. Je suis président de la commission du développement durable des maires francophones. Et dans cette optique du futur sommet de Paris, nous avons également étudié un certain nombre de choses dans le cadre de cette commission. Je vais d'abord faire quelques constats. Aujourd'hui, les solutions des énergies renouvelables arrivent à maturité et elles sont économiquement rentables face à toute nouvelle construction, comme le montrent divers calculs de la ville d'Austin au Texas, sur lesquels je vais pas revenir. Évidemment, si on prend du charbon allemand subventionné avec une centrale amortie depuis 30 ans et qu'on vend le courant à 3 ou 4 cents grâce à la subvention d'État sur le marché européen, aucune énergie n'est rentable. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut continuer? C'est une bonne question. Je voudrais tout d'abord vous dire que si on réfléchit un peu, dans un pays qui n'est pas réputé le plus ensoleillé du monde, comme la Suisse, il suffirait de 1% du territoire consacré à la production d'énergie électrique à partir du solaire pour fournir toute l'électricité consommée par la Suisse. Vu les proportions, en France, il suffirait de 0,2% du territoire. C'est-à-dire sur 500 mètres carrés, construits ou pas, on en consacre 1 à la production d'énergie solaire. Avec ça, on a toute l'énergie consommée par la France. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne suis pas là pour en juger. Est-ce que c'est possible? Sûrement. En ce qui concerne les éoliennes, une grande éolienne, il suffit d'un peu plus d'1 million de grandes éoliennes, produisant 15 à 20 millions de kilowattheures, il y a encore mieux ici ou là, pour fournir toute l'électricité de l'humanité. La Chine a développé un plan potentiel de développement de l'éolienne dans son pays qui permettrait de produire 40% de la consommation d'électricité de l'humanité en théorie. Il n'est pas encore réalisé, mais est-ce que c'est possible ou pas? Même question. La géothermie, elle est déjà très intéressante pour ce qui est le chauffage. C'est encore un peu tôt pour l'électricité. On réussit une fois sur 3 et encore. Mais néanmoins, le potentiel est gigantesque. Il y a également des changements technologiques importants dans les véhicules. Les véhicules électriques arrivent avec des performances qui, évidemment, permettent une très grande diminution de la quantité d'énergie globale. Pour la Suisse, c'est 25% des camions et les voitures, l'énergie globale. Si tout était électrique, ce serait 10% de l'actuel. Alors évidemment, comment on produit de l'électricité est une bonne question. Si on la produit à partir du charbon allemand précédent, ce n'est pas terrible. À partir du nucléaire en Suisse, on n'en veut plus. Ici, je ne sais pas. Et puis, en ce qui concerne, évidemment, si c'est à partir d'énergie solaire ou autre, c'est effectivement une avance intéressante. Il faut à ce propos savoir que le propriétaire Tesla, qui est aussi celui de PayPal et d'un tiers de l'industrie solaire américaine, pense à
lier le tout, c'est-à-dire à faire la cité électrosolaire pour mieux placer ces véhicules électriques. Est-ce qu'ici, mais je vois qu'il y a des réactions comme chez Renault, comme chez d'autres, est-ce qu'on préfère avoir les emplois de demain ou les chômeurs de demain? Parce que le monde change, et il changera avec ou sans nous, parce que les conditions de rentabilité, les conditions économiques de bord ont changé. Dans le domaine de l'eau, ce qui est fondamental pour les pays que je rencontre, les pays africains, dans le cadre de l'AIMF, c'est aussi fondamental, c'est souvent leur principal problème. Aujourd'hui, avec les technologies d'osmose inverse, on arrivait à entre 2 et 5 kWh par mètre cube d'eau produit. Certaines solutions arrivent à 2 kWh par 1000 litres d'eau propre produite à partir d'eau saumâtre, à partir également d'autres choses, c'est-à-dire d'eau de mer. Est-ce que c'est beaucoup? Moi, j'habite une maison, on pourrait, avec 40 mètres carrés de panneaux solaires, malgré mon climat, faire 8000 kWh par an d'énergie solaire. Je vais sûrement faire ça l'année prochaine, pour les raisons que je vous ai expliquées dans un instant. Mais, avec 8000 kWh à 2 kWh, vous faites 4 millions de litres d'eau propre. Est-ce que c'est une solution pour les pays où on manque d'eau? Ou est-ce qu'il faut juste se dire, c'est pas notre problème? On voit donc avec tout ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, on a la capacité, dans un temps qu'on ne peut pas définir par avance de manière exacte, à passer, à part peut-être pour les avions et encore des solutions par l'hydrogène pourraient éventuellement devenir possibles à terme, à une société du tout renouvelable. J'ose prétendre que plus on ira vite, mieux ce sera pour la planète et pour l'économie. Pour l'économie, y compris la vôtre. Parce que je ne sais pas exactement la facture énergétique en gaz et en pétrole de la France, mais c'est sûrement un nombre très respectable de milliards d'euros. Et cet argent, il pourrait peut-être être consacré à des choses plus utiles pour le pays. C'est surtout le cas, probablement, de tous les autres. Et puis, vous direz, est-ce que c'est méchant pour les pays producteurs de pétrole? Peut-être bien que oui, mais ils ont l'avantage d'avoir un plus grand ensoleillement que nous, donc s'ils font la mutation, ils s'en sortiront tout aussi bien. Pour ce qui concerne, et maintenant, un dernier point avant de passer aux aspects lausannois, le rapport Calderon, qui a été fait pour le sommet de l'ONU, c'est l'ancien président du Mexique, en préparation du sommet de Paris que vous allez vivre en décembre, a remarqué un certain nombre de choses. Il y a 90 000 milliards de dollars d'investissements prévus par les pays du monde dans ces 15 prochaines années pour toutes sortes de raisons. Le coût d'une transition énergétique complète, avec les prix actuellement connus pour les éoliennes et le solaire, se situe entre 10 000 et 15 000 milliards de dollars. Complète, ça veut dire qu'il n'y a plus que ça pour l'électricité. Pour les véhicules, petit à petit, si on passe à des véhicules propres, électriques, voire hydrogène, produits hautement, on peut, au cours du temps, aller ailleurs aussi dans le même domaine. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Il y a déjà des camions qui ont 300 km d'autonomie. Il y a le problème de la recharge des voitures, mais il existe actuellement des technologies qui visent à passer à des nouveaux systèmes dans les batteries. Elles sont encore en développement. Ces technologies sur l'oxyde de titane permettraient de charger les batteries 20 fois plus vite. Si elles sont développées, la réponse est que ce sera non seulement possible, mais performant. On le verra ces toutes prochaines années. Pour revenir à la politique lausannoise, après vous avoir montré que les problèmes mondiaux étaient, contrairement à certains pensent, résolubles, intéressants économiquement, et qu'on avait un choix possible face à toutes les résistances du passé et aux investissements qui viendraient échouer. Mais peut-être que si on ne veut pas que l'humanité soit un investissement échoué, il vaut mieux que ce soit certains investissements énergétiques qui le soient. Eh bien, face à tout ceci, on a la possibilité d'agir. Et si on résout le problème de l'énergie, on est capable de résoudre le problème de l'eau. Si on résout le problème de l'eau, probablement qu'on peut résoudre en grande partie le problème de la faim. Alors, il reste les matières premières, ça, je ne peux pas les traiter comme ça. Bien sûr qu'il faut être le plus efficient énergétiquement possible. On peut faire 15% de ce qu'on faisait la génération précédente sans difficulté dans les bâtiments nouveaux.
peut aller mieux encore, mais on ne va pas entrer dans ces détails. Et donc, quelque part, ces immenses investissements, est-ce qu'ils doivent profiter à nos économies ou à l'économie des États-Unis avec Elon Musk, propriétaire de Tesla, à celle de l'Allemagne un peu, ils sont quand même très bons dans les éoliennes, à celle de la Chine, ou à celle de tous les pays qui voudront bien ne pas être consommateurs mais producteurs? C'est la vraie question du jour pour les gouvernements de tous les pays. Pour revenir à la politique lausannoise, nous essayerons bien sûr d'appliquer cela le plus vite possible. Je ne vais pas vous parler du passé, mais du futur, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Le plus vite possible, ça veut dire des quartiers écologiques. Nous avons des quartiers pour 10 à 20 000 habitants avec le principe suivant. De la géothermie pour l'essentiel, de géothermie 500 à 800 mètres de profondeur, on verra où on est capable d'aller sans des surcoûts extraordinaires. Ça fournit le chauffage des bâtiments qui seront bien sûr optimaux, donc ils auront besoin de beaucoup moins d'énergie, 15% de la génération précédente. Et l'électricité qu'il faudra pour les pompes à chaleur sera fournie par du solaire et de l'éolien. C'est donc une vision 100% renouvelable que l'on cherche à développer. Pour les véhicules, au fur et à mesure que l'on évoluera dans le sens que j'espère, bien sûr, on passera de plus en plus dans la direction aussi du tout renouvelable. Ça n'empêche pas qu'il faut développer les transports publics parce que peut-être si on aura demain des voitures et des camions propres, on n'aura sûrement pas moins d'embouteillage. Donc dans les villes, la solution, ça ne résout pas le problème des bouchons. Et puis ce qui est absolument sûr aussi, c'est qu'il faut de l'accompagnement. Il faudra de l'accompagnement pour les maisons existantes, c'est notre principal problème. En 50 ans, en ville de Lausanne, seuls 25% du parc immobilier a été renouvelé. Ça veut dire que si on attend que ça se passe naturellement, il y en a pour 150 à 200 ans. Il faudra donc trouver les effets d'accélération pour la mutation. Et dans cette optique-là, il y a évidemment plusieurs créneaux, les rénovations, l'aide aux rénovations. C'est malheureusement, plus le prix de l'énergie est bas, moins c'est rentable. On peut, comme M. Balziger vous l'expliquera dans un tout petit instant, aller vers des solutions légales. Lorsqu'il y a une rénovation lourde, on a automatiquement certains critères. Presque tout bâtiment a besoin d'une rénovation lourde tous les 20 à 40 ans. Ça dépend si on va avoir une ruine ou un bâtiment. Et dans cette optique-là, c'est le principal effet de levier. Il faut aussi essayer d'aider. Et puis, lorsque, comme c'est le cas à Lausanne, la compagnie énergétique étant ma communale, aussi bien pour ou qu'on est actionnaire, ça dépend des cas, aussi bien pour le gaz, pour l'électricité, on peut aussi agir de manière directe. Alors, je vous donne, pour terminer, l'exemple de ce qu'on va faire dans le domaine du solaire. C'est un modèle qui est en train de se construire. La loi suisse a changé. Actuellement, avant, on était obligé d'injecter toute l'énergie électrique qu'on produisait à l'électricien, qui le reprenait dans des conditions extrêmement variables, et puis qui pouvait régler le dispositif en fonction de ses propres intérêts. En général, il ne le faisait pas, mais il aurait pu. Et puis, avec la loi qui est en vigueur depuis une année, l'autoproduction est permise, les échanges avec le réseau sont permis, et même le stockage de l'électricité sur place. Je reviens à mon exemple. J'ai une maison, j'habite comme tout le monde quelque part, et dans cette optique-là, la capacité de production, sans grande difficulté, 40 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ça fait 8000 kWh. J'en consomme à peu près, avec ma famille et les équipements, un peu moins de 6000. Alors, qu'est-ce qu'est le modèle demain? Grâce à la loi suisse, j'aurai droit de consommer sur place, c'est-à-dire sans coût de réseau ni rien d'autre, ce que je consomme directement. Alors, qu'est-ce que ça? C'est simple, tout le monde le fait, mais c'est à peu près 30% avec les échanges. Il y a la nuit, à l'hiver, enfin, il y a toutes sortes de petites contraintes. Donc, en gros, je vais pouvoir 30 à 40% de l'énergie, je pourrais la consommer directement. Pour le reste, ça dépend évidemment des risques que le propriétaire a envie de faire et de l'accompagnement de la compagnie électrique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord garantir ça sur 25 ans, en prévoyant un changement d'onduleur au passage, parce qu'on a déjà des stations qui ont 25 ans, elles ont perdu 8% de leur rendement, et il n'y a pas de raison que la qualité ait baissé au cours du temps.
Donc on sait qu'au moins 25 ans, c'est possible, voire 30. Ça a l'air d'être du pinaillage que vous dites, mais ce n'est pas le cas, parce que dans tous les calculs de rentabilité qu'on fait pour discréditer le solaire, on compte 15 ou 20 ans parce qu'il faut être prudent. Alors évidemment, si on compte 30 ou 50 ans sur la centrale au charbon nucléaire ou autre, cette manière d'amortir disqualifie déjà la nouveauté. Faire attention que les économistes sont des gens extrêmement intéressants, mais c'est aussi le meilleur moyen d'orienter les choix. Il suffit de mettre les amortissements et les charges à un endroit et puis les qualités à l'autre. Donc on peut faire l'inverse. Donc ici, on a une situation après 25-30 ans pour le propriétaire, il pourra garder le résidu, on verra si ça produit encore. Mais on garantit la durée en question, moyenne rémunération, nous sommes en Suisse, rien ne se fait à perte en principe. Et même la ville gagne de l'argent dans cette affaire. Donc c'est du win-win, comme disent les Anglais, du gagnant-gagnant. Le propriétaire, il y gagne aussi beaucoup. Admettre cette installation vaut à peu près 30 000 francs. Avec la subvention fédérale, ça tombe à 25 000. Et puis après, comme le canton permet ce genre de déduction fiscale, c'est en gros un tiers au marginal qui est gagné pour le propriétaire, il reste 15 à 17 000. Pour 25 ans, si vous regardez le rendement par rapport à la facture d'énergie qui va encore exister, parce qu'il y aura le moment où le réseau va fournir certaines choses, on arrive à des rendements nets pour le propriétaire de l'ordre de 7 à 9 % avec les modèles qu'on va développer. On peut aussi le faire, bien sûr, pour les communautés de propriétaires, pour les bâtiments, avec toutes sortes de détails techniques que je vous passe, mais on cherche, avec ça, à ce que l'essentiel des toits existants praticables puisse fournir de l'électricité. Et en partie pour leur consommation, avec des résidus d'échange par le réseau. Cette méthodologie-là est possible à Suisse, qui n'a pas le même ensoleillement que vous allez prendre 100 à 200 heures de pleine puissance de plus par année, eh bien, on est déjà capable, pour des grandes installations, d'aller à 8 centimes par kilowattheure. C'est des grandes installations pour nous, bien sûr. Je pense que si on fait de très grandes installations, on sera très très vite vers 5-6 centimes le kilowattheure, ce qui est meilleur marché qu'une nouvelle centrale nucléaire, ce qui est meilleur marché qu'une nouvelle centrale au charbon, mais qui n'est pas meilleur marché qu'une vieille pétoire allemande complètement amortie, avec un charbon subventionné, évidemment. Alors, il faut juste raisonner un tout petit peu plus loin, parce que tôt ou tard, l'Allemagne devra cesser ses contradictions. Contrairement à ce que les gens pensent, elle subventionne plus le charbon que le solaire, mais on ne parle que du solaire. Voilà ce que je voulais vous dire comme éclairage du changement. Le changement est possible. Comme disait Einstein, puisqu'on l'a paraphrasé tout à l'heure, le principal obstacle est une notion d'infini. Einstein, à qui on avait posé la question, disait aimablement, vous me demandez si l'infini existe. J'ai deux possibilités d'infini. Une, c'est la taille de l'univers, là j'ai un doute raisonnable. L'autre, c'est la bêtise humaine, là j'en ai malheureusement aucun. C'est notre principal obstacle à tout. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, c'est marrant, il y a une idée reçue, malheureusement, je veux dire que les Suisses ont tendance à être lents, c'est ce qu'on dit souvent. Et ben, en matière de transition énergétique, je vous trouve plutôt rapide. Et je vais inviter M. Balziger à venir en faire la démonstration. C'est très bien. Avec la politique, voilà, vous êtes donc, je l'ai dit tout à l'heure, directeur d'énergie du canton de Vaud, où se situe Lausanne. Et donc, il y a toute une politique qui a été mise en place, qui a été revue l'été dernier. Et vous allez nous expliquer un petit peu concrètement ce qui se passe sur votre territoire. Alors, mesdames, messieurs les représentants des autorités, chers collègues, c'est un grand plaisir et privilège pour moi d'être présent ici et de vivre avec vous ces riches temps de partage autour de l'énergie. Alors, les thèmes que nous allons aborder ensemble brièvement ces 10 prochaines minutes, je vais vous présenter succinctement effectivement les nouveautés de la loi qui a été révisée l'année passée et qui est entrée en vigueur en juillet 2014. Mais je vais commencer par une brève mise en contexte. Alors déjà pour vous présenter très brièvement le canton de Vaud, donc situé entre le lac Léman, le Jura et les Alpes, avec Lausanne pour capitale. Un canton suisse peut se comparer à un département français
avec simplement un peu plus d'autonomie et de pouvoir plus étendu. 750 000 habitants, avec le privilège d'avoir 32% de résidents étrangers, 360 000 emplois, ainsi qu'une croissance continue, en font une région très dynamique, et c'est notamment dû à la présence de nombreuses hautes écoles, dont l'École polytechnique fédérale, l'Institute for Management Development, IMD, et d'autres universités et hautes écoles. Et comme vous le voyez, ça fait 70 000 étudiants et chercheurs, soit 10% de la population. Tous les secteurs en profitent, et bien évidemment l'énergie également. Quelques mots sur le contexte suisse. Dans la répartition des rôles entre la Confédération et les cantons, la Confédération légifère en particulier sur la politique énergétique globale, donc notamment sur la stratégie énergétique 2050, qui est dans les grandes lignes très similaire à celle qui est en train d'être mise en place en France, et sur laquelle je reviendrai à la prochaine diapositive. Les cantons ont, eux, plus spécifiquement, je dirais, la compétence de légiférer dans le domaine du bâtiment, qui, rappelons-le, est le secteur qui consomme le plus d'énergie, avec près de 50% de l'énergie totale consommée. Alors, très brièvement, les objectifs principaux de la stratégie énergétique 2050, dont les travaux législatifs sont en cours au niveau fédéral. Donc, vous voyez, la courbe du haut, c'est la courbe de l'énergie totale, avec pour objectif de la réduire de moitié, ce qui représente par habitant moins 54% entre aujourd'hui et 2050, avec pour objectif, et ils sont liés au CO2, de prendre cette part d'économie sur la part fossile. Et puis, pour l'électricité, qui est la courbe du bas, vous voyez cette stabilité, mais ça représente quand même, au vu de la croissance de la population, une diminution de 18% de la consommation d'électricité, et aussi, comme M. Brella l'a dit tout à l'heure, le fait de se passer du nucléaire, donc de combler le 40% de nucléaire actuel en Suisse par des nouvelles énergies renouvelables. Et bien entendu, le lien fort, et j'insiste là-dessus, entre la politique énergétique et climatique, pour éviter les dérives qu'on peut avoir justement en remplaçant certaines énergies par du charbon notamment, et je dirais, préjudicions les objectifs climatiques. Alors si on revient au niveau vaudois, vous avez là les objectifs au niveau du canton de Vaud. Pour le climat, ils sont les mêmes, donc atteindre c'est 1,5 tonnes par habitant et par an. Et puis, pour l'énergie renouvelable, c'est multiplié par 3 par rapport au chiffre actuel d'à peu près 10%. Donc ça, on parle en énergie totale, d'arriver à 30% d'énergie totale d'origine renouvelable d'ici 2050. Les grands axes de la politique énergétique vaudoise, premièrement, développer l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Deuxièmement, développer les énergies renouvelables. Et également, et c'est important dans un contexte, je dirais, de grands changements, assurer un approvisionnement sûr et compatible avec la protection de l'environnement. Notamment pour ce qui est de l'approvisionnement d'électricité, exposé par les multiples changements en cours, c'est un défi à ne pas négliger. J'en viens maintenant aux principales nouveautés de la législation révisée l'année passée, avec un effort important sur les nouveaux bâtiments, pour donner l'exemple en quelque sorte. Donc, pour rappeler, c'est vraiment ce secteur qui consomme près de la moitié de l'énergie, donc c'est vrai qu'il y a un fort accent qui est mis là-dessus. Et les bâtiments neufs, aujourd'hui, consomment plus de 4 fois moins que ceux des années 70 ou 80, mais on peut faire encore plus, on peut faire en sorte qu'ils soient producteurs, qu'ils deviennent producteurs d'énergie. Et c'est là la première mesure que vous avez sous les yeux, c'est de demander à ce que les bâtiments neufs couvrent 30% de leurs besoins en eau chaude sanitaire par des nouvelles énergies renouvelables. Alors essentiellement du solaire, thermique en grande partie, mais ça peut être du photovoltaïque aujourd'hui aussi. Donc voir les nouveaux bâtiments comme des producteurs d'énergie, encourager l'autoconsommation, comme on parlait tout à l'heure, M. Brella, et le stockage au niveau local est certainement un des enjeux majeurs de demain. Mais demain commence aujourd'hui.
Alors, on a aussi ce même principe qui est appliqué, et ça, c'est, je dirais, une nouveauté, en tout cas, pour nous, c'est une première au niveau suisse. Alors, je ne sais pas si d'autres villes ou régions de France ou européennes le font déjà, mais c'est en tout cas, à notre connaissance, une nouveauté, c'est d'obliger tout nouveau bâtiment à produire sur site 20% de ses besoins en électricité par des moyens renouvelables. Et ça doit vraiment être sur site. Ça ne peut pas être acheté des parts produites ailleurs, mais vraiment sur le bâtiment. Toujours dans ce contexte de dire chaque nouveau bâtiment doit plus être vu comme un consommateur, et en plus, on sait qu'on peut faire des bâtiments qui ne consomment que très peu d'énergie, mais il doit être un producteur. Toujours dans le même élan, par rapport aux besoins en énergie des nouvelles installations de refroidissement ou d'humidification liées au confort, si elles fonctionnent à l'électricité, 50% de cette électricité doit être d'origine renouvelable, et si c'est par une autre source, cette source doit être à 100% renouvelable. Par rapport au chauffage électrique, l'électricité est une source d'énergie bien trop précieuse pour être galvaudée en chaleur. Donc le montage et le renouvellement des chauffages électriques sont interdits. Et nous travaillons actuellement, suite à une décision du Parlement, du législatif, pour proposer un décret visant à assainir graduellement les bâtiments équipés de telles installations de chauffage. Ça représente dans notre canton à peu près 7 à 8% de la consommation d'électricité totale. Un autre point, je dirais, important, qui vise justement les installations de chauffage. Pour atteindre l'objectif de diminution du CO2, on retrouve toujours ce lien fort énergie et climat. Les nouveaux bâtiments chauffés au mazout ne peuvent couvrir que 60% de leurs besoins en énergie pour le chauffage, donc défini dans les normes. Le sol doit être couvert soit par une meilleure isolation, soit par des énergies renouvelables. Et vous voyez que pour le gaz, c'est 80% de ses besoins seulement qui peuvent être couverts. Alors pourquoi il y a une différence entre le gaz et le mazout? Justement parce que le mazout, pour la même quantité d'énergie, produit 25% de CO2 en plus. Et puis si vous chauffez un bâtiment par une énergie renouvelable ne produisant pas ou peu de CO2, vous pouvez, par exemple la géothermie, le bois ou un chauffage à distance fonctionnant à l'énergie renouvelable, vous pouvez, je dirais, couvrir 100% des besoins par ce système de chauffage. Quelque chose que vous connaissez déjà bien, les certificats énergétiques des bâtiments. Donc ils sont introduits lors de la vente d'un bâtiment, ça vous le pratiquez largement et avant nous. Et puis il est également obligatoire en cas de remplacement d'une installation de chauffage à source fossile, pour là aussi montrer au propriétaire, avant de remplacer son installation, qu'il y a peut-être d'autres travaux qui peuvent être effectués pour baisser sa consommation. D'autres dispositions, dont M. Brella a parlé brièvement tout à l'heure, en cas de travaux de réfection de l'enveloppe du bâtiment, par exemple réfection du crépi ou de la couverture, la toiture, l'élément touché doit être mis aux normes d'isolation. L'ensemble du bâtiment, s'il y a des travaux de plus de 50%, représentant plus de 50% de la valeur du bâtiment, dans ces cas-là, l'ensemble du bâtiment doit être mis aux normes. C'est vrai que c'est le gisement le plus important, les bâtiments existants, et c'est la façon dont on a trouvé finalement de faire les rénovations énergétiques de ce parc, de s'attaquer à cette problématique-là, c'est de profiter des travaux pour mettre aux normes. Autre sujet très important, la planification énergétique territoriale. Alors vous savez qu'il y a des systèmes où la planification énergétique est, je dirais, séparée de la planification du territoire. Un article de notre loi vise finalement à intégrer la planification énergétique au sein de la planification du territoire. Alors, ne pas réaliser deux planifications séparées, mais pour s'assurer du suivi et de la mise en œuvre de la partie énergie, l'intégrer à celle du territoire. C'est vraiment là l'objectif. Les grands consommateurs, qui consomment quand même plus de 20% de l'énergie globale du canton, méritent eux aussi qu'on s'y arrête. Donc là, les nouveaux sites sont soumis à autorisation et à plusieurs variantes, tant au niveau des besoins que des sources d'approvisionnement pour
vraiment faire le meilleur choix dès le début. Et puis les sites existants sont soumis finalement à un processus d'amélioration constante, soit en adhérant à une convention d'objectifs, où grosso modo leur objectif c'est 20% de baisse de consommation en 10 ans, ou alors de mettre en œuvre les mesures des audits qui sont rentables en moins de 4 ans. Alors bien sûr, tous ces changements ne sont pas forcément possibles sans certains soutiens financiers. Donc sous les yeux, vous avez 3 taxes qui sont, je dirais, mises en œuvre au niveau fédéral et cantonal, qui permettent d'avoir certains fonds pour soutenir le développement des nouvelles énergies renouvelables ainsi que l'assainissement des bâtiments. Et le gouvernement du canton de Vaud a fait un pas de plus pour donner une forte impulsion à cette transition et faciliter, inciter les différents acteurs à faire le premier pas. Il a mis à disposition un montant de 100 millions pour encourager toute une série de projets dans le domaine énergétique. Vous avez la liste des principaux domaines à l'écran. Alors, quelques considérations générales en guise de conclusion. La stratégie énergétique 2050 présente des défis, des difficultés, des menaces, mais nous y voyons avant tout, comme canton de Vaud, des opportunités pour l'économie, pour notre économie, et des avantages pour la population, par exemple moins de pollution. Nous sommes convaincus qu'il faut donner cette impulsion pour faire tourner ce grand paquebot. Donc il y a une forte impulsion à donner dès le départ, que ce soit par des appuis financiers, l'adaptation de la législation, des informations, la recherche aussi, tant au niveau social d'ailleurs que technique, et c'est vrai qu'on a un peu négligé cet aspect-là. Et puis surtout, il faut consolider ce lien énergie-environnement-climat, pas les opposer, mais vraiment développer des synergies entre ces différents secteurs. Et je terminerai un peu en forme de clin d'œil avec ce magnifique paysage des vignobles du Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour dire que, bien qu'à plus petite échelle et plus modestement, nous partageons avec cette merveilleuse région de Bordeaux le plaisir des bons vins et des magnifiques paysages de plans d'eau, tous deux sources d'énergie et de convivialité. Et je crois que nous avons bien besoin pour réussir le défi qui est devant nous. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà une belle conclusion. Avant de passer à la présentation suivante, parce que je crois qu'en régie, ils ont besoin de s'adapter un petit peu, je voulais vous poser une question à tous les deux sur la façon dont les parties prenantes ont opéré sur le territoire pour rendre tout cela possible. Rapidement, hein, mais voilà comment ça fonctionne entre citoyens, entreprises, communes, élus, actionnaires. Il marche normalement. Ça fonctionne? Bien. Alors, c'est évidemment très diversifié et ça varie au cours du temps. La situation actuelle, c'est qu'on part du principe que les citoyens participent autant que possible. Le modèle dont je vous ai parlé pour le solaire est un modèle rentable pour le propriétaire de villa, si c'est calculé en général, il sait. Et dans cette optique-là, on compte beaucoup dans les bâtiments qu'une bonne partie se fasse par l'intérêt financier, si j'ose dire. On dirait que ce n'est pas idéaliste, mais c'est malheureusement réaliste. Et puis également que ça crée un mouvement général. Ce qui est clair aussi, les citoyens, nous on est très pour la participation, on a un système, on vote souvent, comme vous le savez, mais les gens, tant que ce n'est pas quelque chose de très chaud, on n'arrive pas à les faire réagir. On a toujours les 15 mêmes qui n'ont jamais osé se mettre sur une liste électorale et qui viennent débiter leur science sous réserve de participation. C'est certainement intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Donc, la question ici, c'est les effets de levier et d'aller dans ce sens-là. Il y a une coordination, évidemment. Quand on commune, la ville de Lausanne joue un rôle très particulier parce qu'elle a ses services industriels, elle livre l'électricité, elle est propriétaire d'installation, elle est aussi productrice. Donc, elle a intérêt à encourager la production d'énergie solaire. Les autres communes, ce n'est pas le cas en général, à de rares exceptions près. Et le canton, qui est principal actionnaire de la compagnie électrique cantonale, peut lui agir sur d'autres créneaux. Voilà, en ultra résumé. Laurent Basiliger, quelque chose à ajouter ?
Alors pour moi, ce qui est très important, et je trouve ce qui fonctionne bien, et ce qui permet d'avancer, alors parfois un peu plus lentement, mais peut-être sur le plus long terme, je crois que ça porte ses fruits, c'est de travailler vraiment en partenariat avec tous les acteurs. Et c'est vrai qu'on a une commission de l'énergie, par exemple, qui réunit le centre patronal, les différents représentants des partis, les locataires, les propriétaires, enfin tous les acteurs du milieu de l'énergie, des entreprises. Et c'est vraiment de travailler ensemble, de se convaincre ensemble, de discuter ensemble des études et de trouver ensemble les solutions. Et ça, je crois que c'est ce qui permet d'avancer le plus rapidement. Ok, alors j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure aussi avec l'exemple qui va nous être présenté maintenant. Donc Philippe Autrequin et Catherine Charlot-Valdieu, vous êtes économistes, vous avez monté un cabinet d'études sur les politiques énergétiques et vous avez notamment suivi l'exemple danois d'Egedal, c'est comme ça qu'on dit Egedal, c'est ça. Je crois que c'est un des seuls exemples qui est documenté sur un financement européen lié au projet Concerto, et c'est vous qui l'avez documenté, donc on a une trace assez importante des efforts qui ont été menés à ce niveau-là, avec toutes les difficultés aussi. Alors je crois qu'on peut le retrouver dans la librairie, cet ouvrage, qui est à l'entrée des assises, mais vous allez revenir un petit peu justement sur ce que vous avez suivi là-bas. Je crois qu'il n'est pas à la librairie, mais par contre il y a une page qui est disponible sur le stand de Bordeaux Métropole. Mais il y a une erreur sur le prix. Là, il y a marqué 299 €. C'est pas du tout. Oui, on le retrouve en ligne, hein, cette erreur. Je me suis fait la réflexion hier. Wow. C'est pas du tout le prix. En fait, si vous la commandez, il ne faut pas la commander maintenant. Si vous la commandez à un libraire, il ne pourra pas vous le vendre parce que le prix est bloqué. Il y a eu une erreur sur le prix. Donc il faut attendre, il est sorti en octobre pourtant, mais ce n'est pas encore rectifié. Et ça ne sera bien évidemment pas vendu 299 €, mais moins de 40. Je ne sais pas exactement combien. Donc la présentation de l'ouvrage est sur le stand de Bordeaux Métropole, mais ne pas regarder le tarif. On a demandé à la librairie, ils n'en ont pas d'exemplaire, mais en fait pour cette raison-là aussi, aperçu. Parce qu'ils n'avaient pas le prix. Donc du coup, cet ouvrage, et c'est un peu ce que vous allez nous expliquer maintenant, c'est les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du projet Concerto et la façon dont ça s'est vraiment déroulé. Vous allez nous parler un peu des effets de la crise sur l'ambition qui était portée aussi au départ et sur c'était un projet de 600 logements, je crois, qui devait être... Oui, et qui a été réduit à 300, voilà, après, mais en compensation, comme ils voulaient garder le budget alloué par Bruxelles. En compensation, ils ont réhabilité des bâtiments communaux, de manière exemplaire, bien évidemment, puisque c'est un projet européen. Mais allez-y, présentez-nous tout ça, qu'on sache un peu plus ce qui s'est passé là-bas. Donc, tout d'abord, je vais dire que l'association Sudène, qu'on a créée, plusieurs partenaires à l'issue d'un autre projet européen qui s'appelait HQE2R, et aussi fait partie des fondateurs du Master Urbanisme Durable de l'Université de Lausanne. Un petit clin d'œil pour mes voisins. Genre les Suisses. Et sinon était un des partenaires de ce projet du programme Concerto, le projet Classe 1. Et ce projet est à l'initiative d'élus d'une petite commune qui est située au nord de Copenhague, au nord-ouest de Copenhague, à une trentaine de kilomètres à la fin de l'urbanisation de l'agglomération de Copenhague, la commune de Stenløse. Et le projet trouve son origine dans l'agenda 21 de cette commune de 12 000 ou 13 000 habitants. En 2007, il y a eu, en 1er janvier 2007, une grande réforme au Danemark. Ils ont réuni les communes pour faire des communes de 40 000 habitants. Et Stenløse s'est retrouvé avec 2 autres communes pour former la commune d'Egedal. Donc il a fallu que les élus de la commune de Stenløse réussissent à convaincre les élus des autres communes qui étaient nettement moins engagés en faveur de l'environnement. Et ça a pris quelque temps, et en particulier via le master plan. Donc il y a eu un nouveau master plan suite à la création de cette nouvelle commune. Et le master plan, c'est l'équivalent du PLU français. Et les élus de Stenløse ont réussi à convaincre le gouvernement danois
de la possibilité pour les communes d'intégrer des prescriptions environnementales dans les master plans, dans les PLU. Donc ça a été une loi qui a été votée en 2006 au Danemark, et ce sont les élus de Stenlose, des Guédal, qui sont à l'origine de cette loi. Donc ça, ce sont un peu les prémices, l'origine du projet. Une autre opportunité, ça a été le programme Concerto. Concerto, c'est un des rares programmes européens qui finance des travaux. Donc, quand on a un projet d'aménagement, c'est le moment d'en profiter. Et d'autre part, Classe 1, c'est le seul et unique projet pour lequel il y a eu des travaux dans une seule ville, la ville des Guédal, au Danemark. Dans tous les autres projets Concerto, il y a plusieurs villes qui ont chacune des travaux et le budget est réparti entre plusieurs villes. Bon, là, bien évidemment, il y avait d'autres partenaires, d'autres villes dans ce projet, mais qui sont des villes qu'on appelle observateurs. Donc, il n'y a pas de travaux. Autre chose dans le contexte qu'il est important de signaler, c'est que la réglementation thermique danoise, elle est évolutive depuis longtemps, et tous les 2 ans, il y a une classe énergétique qui disparaît. Donc les entreprises, tout le monde est au courant, plusieurs années à l'avance, de l'évolution de la réglementation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Autre point qui est intéressant de remarquer sur ce projet, c'est qu'il y a eu un partenariat avec des industriels danois sur les domaines essentiels pour faire un bâtiment passif ou à bas carbone. 6 industriels sont partenaires de ce projet. Donc des industriels de maçonnerie, en particulier sur les fondations, puisque c'est un élément essentiel des bâtiments à basse consommation d'énergie. Là, vous avez là un exemple de système de ventilation 3 en 1, donc sur la ventilation double flux 3 en 1. Sur les canalisations des réseaux de chaleur, bon, le Danemark est un pays, bon, dans le logement social par exemple, 94% des logements sociaux sont raccordés à un réseau de chaleur gaz au Danemark. On en est loin en France. Donc il y a eu un travail de recherche sur l'élaboration de tout petits réseaux, toute petite canalisation pour adapter les réseaux de chaleur aux maisons à basse consommation. Bien évidemment, la menuiserie triple vitrage, la gestion de l'énergie, la gestion centralisée de l'énergie, qui est aussi, c'était une des prescriptions qui a été donc imposée aux constructeurs, c'est d'intégrer du chauffe-eau solaire, la récupération des eaux pluviales et de mettre en place un système de gestion centralisée des consommations de l'énergie pour suivre et sensibiliser les consommateurs et de communiquer ces consommations, enfin d'accepter de communiquer les consommations à la commune. Donc le projet a démarré en 2007, fin 2007, le projet Concerto. Et la première des tâches, bien évidemment, ça a été le travail avec le partenariat, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est essentiel. Mais là, l'objectif de la collectivité, c'était d'aider des industriels danois à améliorer leurs produits pour qu'ils répondent à la demande des entreprises et améliorer leur compétitivité. En particulier, le Danemark, c'est un petit pays, donc l'exportation vers l'Allemagne. Donc c'est aussi important, préserver l'emploi local. Donc les premières tâches, les premiers travaux, ça a été le partenariat avec les industriels et l'élaboration d'un guide de conception pour aider tous les ménages qui allaient faire construire sur le territoire à concevoir et à bâtir leur maison, et non pas pour agir simplement en gendarme à la fin pour l'attribution du permis de construire. Donc ça a été un accompagnement des ménages, une personne dédiée à la municipalité qui répondait aux questions, qui aidait les ménages soit à trouver une entreprise, soit à concevoir, à finaliser la conception de leur projet, et l'élaboration de ce guide de conception d'un bâtiment à très basse énergie.
Donc ce projet comprend la création de bâtiments publics, en particulier une école, un centre de personnes âgées qui est juste à côté de la gare, des logements sociaux, des logements individuels. Et comme ça a été dit tout à l'heure, suite à la crise économique et financière, comme il y avait moins de demandes pour la construction de maisons, il y a eu une réhabilitation des bâtiments publics. Et puis, dernière chose, mais ça a été décalé dans le temps, et la mise en service du réseau de chaleur, qui ne figure pas d'ailleurs sur cette image, a été postérieure au projet Concerto. Donc les prescriptions pour le projet de quartier étaient bien évidemment plus ambitieuses que la réglementation thermique danoise qui l'est déjà. Il faut rappeler que le Danemark fait partie des premiers pays qui ont défini le NZ2B, le Nearly Zero Energy Building de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Vous savez tous qu'en France, c'est la transcription dans le droit français du NZ2B, c'est le BPOS, mais aussi bien le BPOS que le NZ2B doit être défini. On doit définir les niveaux de performance et les méthodes de mesure de ces performances dans chaque pays en fonction du contexte du pays. Et le Danemark a été un des premiers pays à le faire. Donc les performances, les prescriptions de ces bâtiments, c'était 15 kWh par mètre carré par an pour les immeubles et 35 kWh pour le chauffage, oui, merci, et 35 kWh pour les maisons. Et il n'y avait pas d'exigence de certification. Autre chose qu'il faut noter, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, pour compenser le surcoût occasionné par ces prescriptions, la mairie, la municipalité, donnait une subvention aux ménages en fonction du temps de retour de l'investissement. C'est toi qui prends le relais. Bon, je passe la parole à Philippe qui va continuer à vous présenter le projet. Merci. Bien, bonjour. Quelques prescriptions également environnementales qui ont été retenues, qui complètent les prescriptions énergétiques, notamment l'interdiction du PVC, des panneaux de particules, la réutilisation des eaux pluviales dans les logements, enfin dans les logements, pour les bâtiments, et autre prescription quand même sur le recours à l'écolabel européen sur les produits, sur un certain nombre de produits qu'il y a dans les logements. Voilà, donc là je vais faire un détail rapide quand même des différentes opérations. De façon très générale, ce qu'on voit, c'est pour tous les bâtiments des enveloppes extrêmement bien isolées, puisqu'il y a des objectifs de performance énergétique. Un vitrage au sud qui est plus important que dans les autres orientations. Une VMC qui est double flux de façon automatique. Et également une surisolation très fréquente des planchers et des toitures, ce qu'on a trouvé plus importante que ce qu'on peut voir en France de façon générale. Mais aussi des systèmes constructifs variés. Donc on va vous présenter un certain nombre de photos très rapidement, montrera aussi qu'avec ces photos que la qualité architecturale est là et que ce ne sont pas, même si ce sont des bâtiments passifs, ce ne sont pas du tout des cubes, c'est des vrais bâtiments d'architectes. Donc la construction d'une école déjà publique avec un double mur en briques avec isolation entre les deux murs, du double vitrage là exceptionnellement, et ce qui va se trouver aussi dans toutes les maisons, c'est la pompe à chaleur géothermale avec les panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, et également là vous pouvez voir la lumière, l'éclairage important par la lumière naturelle, par l'éclairage par le toit.
Donc ça, c'est l'école. Il y a également, donc, deuxième grand bâtiment public dans le quartier, la construction d'un centre pour personnes âgées. Là, ce sont des panneaux légers métalliques avec une double isolation intérieure et extérieure. Ce qui est important aussi de voir, c'est l'isolation des poutres, du plancher bas, sous des fondations qui vont jusqu'à l'isolation allant jusqu'à 1 mètre de profondeur. On le voit aussi sur les bâtiments passifs en France, où on isole bien les poutres qui vont sur les parkings ou les sous-sols, pour que l'enveloppe soit totalement isolée. Finition donc en bois, triple vitrage et aussi pompe à chaleur géothermale. Alors quand je parle de pompe à chaleur géothermale, pour tous, c'est de la géothermie horizontale, et ECS solaire aussi de façon systématique. Alors ensuite, sur les bâtiments, donc il y a eu 65 logements sociaux qui sont produits dans 8 bâtiments. Donc ils ont été appelés quasi-passifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché, comme disait Catherine, la certification de la maison passive ou passive house. Ils sont quasi-passifs. La raison à l'époque, c'est pas l'objectif de consommation, c'est plutôt un problème de ventilation et de renouvellement d'air avec une régulation pièce par pièce qui était souhaitée, ce qui est possible avec la VMC double flux aujourd'hui, mais qui en 2008-2009 était un petit peu encore nouveau. On voit maintenant le PHPP multizone. À l'époque, ça se faisait pas trop, en 2009-2010. Donc, il y a eu pas cette volonté d'avoir le recours au PHPP. Sur ces bâtiments passifs, on le voit dans la photo précédente, c'est un système modulaire qui est préfabriqué par module de 80 mètres carrés. Donc ce sont des systèmes qui sont apportés vraiment complètement industrialisés, ce qui réduit quand même pas mal les coûts. Oui, avec une façade qui est rapportée en éternite, un triple vitrage. L'isolation est vraiment au niveau du passif. Pour ceux qui connaissent les coefficients de déperdition thermique, le coefficient de déperdition des façades, c'est 0,12. Donc le passif préconise de faire moins de 0,15. Et puis isolation du toit, c'est 0,08. Il y a 40-50 cm d'isolant. C'est extrêmement bien isolé, et de même que les planchers. Et ces logements sociaux sont pour l'instant, ont au début été raccordés donc à une chaufferie gaz, mais la volonté de la ville, c'est d'éradiquer le gaz comme le pétrole, et donc de raccorder dans un deuxième temps l'ensemble, et c'est fait en 2014-2015, ces logements à un réseau de chaleur biomasse. Alors, le réseau de chaleur, c'est pas une chaufferie bois, ça sera une gazéification du bois. Et ce gaz, donc, qui sera produit, du biogaz finalement, remplacera le gaz naturel de la chaufferie existante. Il y a également prévu en construction, et on n'a pas encore les photos parce que c'est vraiment en 2014 que ça a été construit, un stockage solaire intersaisonnier qui va compléter cette chaufferie biomasse gazéifiée. La volonté, c'est vraiment de sortir du gaz et du pétrole au niveau au moins du projet, et progressivement d'étendre ça à la ville, évidemment. Alors, ensuite, vous avez les maisons individuelles. Alors oui, on va passer tout de suite au suivi des consommations, très rapidement. On passera rapidement aussi aux maisons individuelles, quand même, pour vous les montrer, mais là, vraiment en 3 secondes par maison. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces maisons sont confortables. Les gens sont donc, évidemment, c'est des maisons neuves qui sont grandes. Les bâtiments, ce sont des logements sociaux de 90 mètres carrés en moyenne, donc c'est des grands logements. Et dans la mesure où ils sont très bien isolés, ils sont confortables, ils sont neufs, les gens veulent aussi du chauffage finalement, et on augmente le confort, on augmente la température. Et fréquemment, donc la température observée, c'est 22 à 24 degrés, alors que tous les calculs thermiques ont été faits sur 20 degrés. Ce qui fait que ça augmente la consommation d'énergie. Toutes les maisons, pour un bâtiment instrumenté, au lieu de 15 kWh, on s'aperçoit qu'on est plutôt entre 20 et 30 kWh pour le chauffage, 26,8 sur une moyenne sur 3 ans, avec une température qui est plutôt de 23-24 degrés. Alors, le schéma précédent montrait aussi l'impact, et ça c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir, sur de la consommation que vous pouvez avoir, de consommation d'énergie que sur l'axe des Y, par rapport aux apports internes
Donc des apports de personnes présentes en fonction du taux d'occupation et en fonction des équipements énergétiques, enfin électriques qu'il peut y avoir et qui dégagent la chaleur. On voit les différences de consommation en fonction de la température aussi intérieure. Ça, c'est, je crois, une vraie réflexion à avoir sur les apports internes et sur la température que l'on veut avoir dans les logements confortables. Donc on voit effectivement aussi, deuxième chose, c'est que dans un immeuble ou dans des immeubles, il y a des gens qui consomment très peu d'énergie en fonction de leur occupation, en fonction de leur comportement, en fonction de différents facteurs, et puis d'autres qui en consomment beaucoup plus. On voit une moyenne qui effectivement s'établit à 26 avec une grande diversité. Donc l'importance aussi de se poser la question à chaque fois des comportements qui peuvent être liés à certains logements. Je ne sais pas où vous en êtes de votre présentation. On va aller encore plus vite. Mais je pense qu'il oui. va falloir accélérer un petit peu. Je vais m'arrêter après sur les logements sociaux. Je n'irai pas sur les maisons individuelles. On passera juste les photos. Excusez-moi, oui. Comme c'est assez technique, je pense que ça serait bien d'avoir un retour aussi du vécu, en fait, de la façon dont ça se passe. Parce que là, je pense que ce type de détails, on peut revenir. Oui, c'est important. Le retour terrain de la façon dont les gens vivent ces installations-là et la façon dont ça s'est concrètement passé. Oui, alors c'est les photos en même temps. C'est identique dans les maisons. Les gens vivent bien parce que ce sont évidemment des maisons ou des appartements neufs, confortables, bien équipés. Ce qui est aussi vu par les gens, c'est quand même la difficulté au départ des réglages. Difficulté de régler la VMC double flux, ça se règle, hein, mais il y a eu quelques difficultés. Alors, le système de chauffage dans toutes les maisons, c'est un système qu'on dit 3 en 1, c'est-à-dire que c'est le même système qui fait l'eau chaude, le chauffage et la VMC double flux. Et l'alimentation est apportée par une géothermie horizontale. Donc ce système-là demande quand même un certain réglage qui n'est pas automatique. Hein. Donc là, il y a eu quelques... Pas très bien expliqué. Oui, alors ça c'est vrai que c'était... Bon, il y a eu un guide de conception, il y a des guides d'explication. Ceci dit, les modes d'emploi par les fabricants n'est pas toujours très lisible, ni très clair pour les habitants. Et ça a été quand même constaté par l'ensemble des ménages, de dire on a besoin de quelque chose de lisible, de clair. Ce sont toutes des grosses maisons, à 150 à 200 mètres carrés, hein, vous voyez. Un autre point qui a été quand même abordé par les gens, c'est le confort d'été. Bon, on est au Danemark, mais même l'été, il fait chaud. Et il y a eu des surchauffes avec les survitrages au sud. Alors, il y a aussi des petites erreurs comme ça. Par exemple, les thermostats ont été positionnés à la salle de bain, ce qui n'est pas forcément le meilleur endroit pour positionner un thermostat. Bon, les économies d'énergie sont importantes parce qu'on a quand même des consommations de chauffage très basses. Ceci dit, on est toujours au-dessus des objectifs initiaux dans beaucoup de cas. Donc les gens, des fois, sont un peu dubitatifs en disant finalement, ça coûte quand même quelque chose, alors qu'on s'attendait à ce que ça ne coûte rien. Donc il y a vraiment un message à faire passer, de dire on est dans le passif, on est dans le très performant, mais ceci dit, c'est quand même pas tout gratuit. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces deux exemples, trois exemples territoriaux, mais je vous ai mis Lausanne, Canton de Vaud. Je pense que les gens pourront venir vous voir aussi pour avoir des questions sur le côté concret. Enfin, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi des grandes maisons. C'est pas dans une logique de développement forcément ouverte au plus grand nombre. Voilà. Est-ce qu'il y a des retours ici, d'autres expériences dont vous aimeriez, ou des questions Il n'est pas branché. Si, bah, dis donc. Oui, bonjour. Je ne vous vois pas en fait. Ah. Je vais vous voir à la télé. Ok, merci. C'est bon, vous êtes là-bas. Présentez-vous, merci. Bonjour, Yannick Régnier du Clair Réseau pour la transition énergétique. Sur le Canton de Vaud, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de mesures concrètes que vous mettez en place. La question que je me pose, c'est 30% d'énergie renouvelable en 2050. Ça ne correspond pas vraiment au volontarisme de vos discours. Donc est-ce que c'est le propre, on va dire, des Suisses comme des Allemands d'être pragmatiques et de déclarer des choses uniquement qu'ils peuvent faire ou qu'ils savent qu'ils peuvent faire, ce qui n'est pas la spécialité française?
pour le canton de Vaud, si vous voulez, le canton, c'est une partie de la Suisse. Le canton de Vaud est densément peuplé. On a toute la région de l'Arc lémanique qui est très dynamique, qui est le 3e canton suisse en termes de population. Et c'est sûr qu'on n'a pas la plupart des barrages hydrauliques. Donc le 30% est un objectif, je dirais déjà ambitieux pour le canton de Vaud. Par contre, au niveau fédéral, si on prend l'ensemble des cantons, on est plutôt de l'ordre de 50%. Mais pour notre région, atteindre 30%, vu qu'on est une région, je dirais, assez urbaine et avec un peu de, je dirais, de montagne, mais où il y a assez peu de barrages et de production hydraulique, c'est déjà un bel objectif. Une réaction? Oui, bien sûr. Il faut voir que cette loi, est aussi bizarre qu'elle puisse sembler à certains d'entre vous un compromis. Il y a eu des résistances fortes. Donc, les objectifs qui ont été fixés et plusieurs votes qui se sont faits à 3-4 voix au Grand Conseil, donc le législatif cantonal, ça n'a donc pas été un accouchement sans difficulté. Et bien sûr que si les objectifs avaient été encore plus hauts, idem à la Confédération, il n'y aurait plus de majorité pour toutes sortes de raisons. Je vous ai montré dans mon exposé les voies pour aller plus loin, mais je pense qu'évidemment, pour que ça aille plus loin, le prix de l'énergie, les prix des différents composants et la volonté politique mondiale, y compris chez les fabricants, aura son poids. Ce que je vous ai dit est réaliste pour 2050, voire avant, si on y met les moyens, si les technologies sont là et si on ne se complaît pas dans la culte d'un pétrole ou d'un charbon à 30-40 $, largement subventionné pour le charbon et puis dépendant de prix exceptionnels en ce moment pour le pétrole, bien entendu. Merci. Il y a une question là-bas. Donc je vous laisse la... Bon. Alors, merci de prendre ma question. Donc, Tristan Rigou de GRDF. Alors d'abord, à titre personnel, je remercie nos amis suisses d'avoir fait une présentation en français impeccable et sans anglicisme. Déjà, merci. Vous parlez mieux le français que nous, souvent. À titre plus professionnel, j'ai été frappé de... Alors, vous avez beaucoup parlé de géothermie, beaucoup d'électricité, ce qui se comprend dans le contexte de la Suisse. Hein. Mais en même temps, alors, pour GRDF, le G, c'est gaz. Alors, enfin, c'est pas tout à fait... C'est en fait gestionnaire, mais on s'occupe de gaz. Donc, ce qui m'a étonné, c'est que vous n'avez pas du tout parlé, ou très peu, je l'ai vu à un petit moment, de méthanisation. En ce qui concerne la France, et évidemment, nous souhaitons accompagner ce mouvement, nous prévoyons des pourcents de gaz renouvelables à court terme, enfin relativement court terme, hein, c'est en domaine énergétique, c'est une quinzaine d'années, et on pense aller beaucoup plus loin à l'horizon 2050, on parle de 50%, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être un petit peu moins, mais c'est l'idée. Comment se fait-il que vous avez aussi peu envisagé cette partie-là, et peut-être d'ailleurs est-ce le moyen de dépasser les 30% dont vous parliez à l'instant? Alors, les situations ne sont pas tout à fait comparables. Vous connaissez le rôle de l'agriculture en France. En Suisse, on n'a que 60% d'autonomie pour la nourriture, ce qui signifie que les surfaces agricoles sont plus faibles. On a des possibilités de méthanisation qui commencent à différents endroits, mais on ne pourra jamais aller à vos pourcentages. Ça, c'est une chose. La ville de Lausanne est actionnaire à 26% de la société romande de commercialisation du gaz naturel. C'est donc, on sait qu'on est là-dedans pour quelques dizaines d'années. Ceci dit, vous savez que Gaz de France, dans son congrès, il y a 2 ou 3 ans en arrière, a dit que l'avenir de l'industrie gazière était dans ce que vous dites, et puis également dans les ruines énergétiques, c'est-à-dire les villes, parce que si vous construisez un nouveau quartier qui consomme 15% ou moins de ce que consommait le quartier précédent, vous n'arriverez pas à rentabiliser le réseau de gaz. Donc, on est un peu entre tous ces différents éléments. Plus les maisons sont efficientes, plus un nouveau réseau de gaz est difficile à rentabiliser. Alors, ça dépend évidemment si on fait une péréquation nationale. Mais c'est un peu les raisons pour lesquelles nous, on continue à densifier nos réseaux de gaz, les clients au voisinage, mais on va de moins en moins aux endroits qui n'ont pas encore été équipés parce qu'on ne saurait pas comment faire ça de manière rentable. Voilà un peu la situation. L'autre, c'est le problème de l'agriculture, qui est chez nous avec la forêt, offre de moindres perspectives de méthanisation du gaz naturel au sens provenant de produits naturels, genre bois, agriculture et autres. Ça ne veut pas dire zéro, mais c'est moins fort que chez vous le potentiel. Ce que je peux peut-être juste ajouter, c'est que dans le cadre du programme 100 millions dont je vous ai parlé, on vise à exploiter au maximum toutes les ressources.
Donc il y a déjà une dizaine d'installations de biométhanisation de taille moyenne, on va dire, et on vise à exploiter aussi les plus petits potentiels, les plus petites exploitations. Et pour ça, il y a toute une phase, je dirais, d'études et de projets pilotes qui sont en cours. Et ça, on essaye vraiment, pour réussir cette transition énergétique, on doit vraiment viser toutes les énergies, la petite hydraulique, le solaire, tout est nécessaire, la géothermie, mais c'est sûr dans des proportions différentes d'une région à l'autre. Et dans notre région, ce n'est pas un fort potentiel. Merci. Il y avait une question là-bas et une question derrière. Philippe Jarry du CEREMA. Moi, j'avais une question destinée à Philippe Outrequin par rapport à la surisolation des planchers. C'est vrai que personnellement, j'en étais resté dans l'idée que finalement, plus on a une épaisseur d'isolant importante, plus finalement on va chercher des gains d'économie d'énergie qui sont relativement faibles, avec un coût qui du coup devient plus important. Est-ce que du coup, cette surisolation, avec un plancher, j'ai noté, de 1 mètre d'épaisseur, est-ce qu'elle se justifie économiquement et énergétiquement au regard des économies d'énergie générées? Je sais que vous avez dû travailler sur les questions de coût global, c'est pour ça aussi que je vous pose un peu cette question. Voilà. Oui, vous avez raison, mais d'un autre côté, là, on a des maisons notamment très grandes, hein, donc, et beaucoup de plein pied. Alors après, on peut se poser la question sur la densification de la ville, hein. Mais en tout cas, ça veut dire que les rapports plancher sur façade sont beaucoup plus importants que ce qu'on voit quand on a des maisons hautes. Ceci dit, quand on est aussi dans le passif, il faut vraiment qu'il y ait pas du tout de discontinuité dans l'isolation, et donc l'isolation du plancher bas et des poutres qui vont vers les sous-sols soit aussi bien isolée, hein. On le voit également dans les projets passifs en France, hein. Bon, après, c'est vrai que 30 ou 40 cm d'isolant, à un moment donné, il n'y a plus d'impact, hein. Bon, il y a aussi le fait qu'on est au Danemark et qu'il fait un peu plus froid. Merci. Alors, il y a une question là, madame. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans la salle après? Une ici. C'est avec les deux dernières. Voilà. Bonjour, Florence Border du CEREMA. Je voulais savoir sur le quartier danois, comment les habitants se déplacent, puisqu'on a une trentaine de kilomètres de Copenhague, un peu, on a vu la photo en frange de l'urbanisation. Et puis je voulais revenir également en Suisse sur le canton de Vaud et la ville de Lausanne, sur vos objectifs en matière d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique dans le domaine des transports. Merci. Alors, en fait, le quartier n'est pas très loin de la gare. Le centre pour personnes âgées, il est vraiment devant la gare. Et on peut aller à la gare à pied. Et il y a une densification importante autour de la gare avec les nouveaux bâtiments de la collectivité, la nouvelle commune, si je peux dire, d'un centre médicalisé aussi. Mais bien évidemment, dans des grosses maisons comme ça, les gens ont une voiture aussi, hein, faut pas... Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se déplacent en vélo. Les gens vont à l'école, les enfants vont à l'école en vélo. Et bon, on a passé ça rapidement, mais ce sont des petites routes avec une limitation de vitesse respectée. Et les déplacements se font énormément en vélo et en train. Il y a des trains toutes les 10 minutes, enfin c'est un peu comme le RER parisien, toutes les 10 minutes pour aller au centre de Copenhague. En ce qui concerne les transports en ville de Lausanne et dans le canton de Vaud, en ville, évidemment, on a des performances maintenant meilleures. On est passé de 34% à 46% de Lausannois qui n'ont pas leur propre véhicule, donc les familles, en 20 ans. On pense arriver à, pendant pas très longtemps, vers 55-60%. Ça ne veut pas dire qu'ils conduisent jamais en véhicule. Il y a toutes les coopératives de location de véhicules, notamment, qui sont de plus en plus utilisées. Mais il y a quand même 30% des jeunes qui ne ressentent plus le besoin de passer leur permis de conduire. Donc il y a effectivement des changements au sens du premier exposé à montrer. En ce qui concerne la politique de la ville, on achète de plus en plus soit des véhicules à gaz, ce qui a été dit tout à l'heure, plus encore, avec les évolutions techniques, probablement de plus en plus des véhicules électriques, avec production solaire pour l'équivalent. Ceci dit, les évolutions de véhicules électriques rentables sont très récentes, donc le mouvement a commencé, mais
il n'est pas encore achevé. Bien sûr, tous les nouveaux quartiers écologiques seront largement équipés de stations de recharge pour ce type de véhicules. Voilà, le trend, d'un point de vue transport public, on a en gros doublé la part, on est en train de doubler la part d'usagers d'un transport public sur une période relativement courte, avec un métro automatique de 6 km, un autre dans les 10 ans qui suivent, un doublement prévu des trains passant à la gare de Lausanne, et un divers réseaux de bus à haut niveau de service, en site propre, et de trams qui sont en train de se réaliser ces prochaines années. Donc on va assez vite aller vers une situation où la majorité des citoyens n'auront pas leur propre véhicule, ça faut de 4-5 ans, mais ça dépend aussi des besoins. Et pour le reste, on est en train, le canton aussi, de commencer à faire des parkings d'échange de plus en plus à distance. Est-ce que demain, avec les véhicules qui se conduisent tout seuls, ceux qu'on a encore le renverront à la maison après avoir pris le bus ou le transport public? C'est l'utopie probablement réaliste à 20-30 ans, mais une chose à la fois. Il y aura une session, je crois, demain d'ailleurs, la clôture des assises sera sur la notion de ville en partage. Il y avait une autre question, je crois, ici. Voilà, et après on va... Merci. Jean-Claude Boncorps, Fédération des services énergie et environnement. Je voulais poser une question pour le canton de Vaud. Est-ce que les réseaux de chaleur et l'utilisation de la biomasse pour faire de la chaleur, notamment la chaleur renouvelable, mais également en cogénération pour faire de l'électricité, est-ce que c'est une solution qui a été étudiée, mise en valeur? Alors non seulement étudiée et mise en valeur, mais effectivement alors réalisée. Donc on encourage fortement les réseaux de chauffage à distance avec des subventions. On les subventionne surtout les études, parce que souvent il y a savoir si c'est opportun ou pas, quels sont les besoins et les sources de chaleur. Donc là, on subventionne fortement ces études de faisabilité, pour ne pas dire intégralement. Et après, on soutient aussi la réalisation par étapes de ces réseaux. Et on en a plusieurs, effectivement, qui sont liés à des installations de biomasse. Alors à Lausanne, le chauffage à distance représente un peu plus de 25% des besoins de chaleur de l'ensemble des habitations. Il faut dire comme c'est en pente, on ne peut pas aller tout en haut sans des coûts extrêmes. Mais sur la partie centrale de la ville, c'est plus qu'un tiers. Merci à tous pour vos présentations, merci pour vos questions. Il y a une courte pause du coup qui a été un peu écourtée, je suis désolée, mais l'échange était nécessaire. À tout à l'heure pour la prochaine table ronde.